Laissez partir les voitures, s'il vous plaît. Laissez partir les voitures. Le 27 janvier 1998, les juges d'instruction Eva Joly et Laurence Wischniewski perquisitionnent un appartement de l'île Saint-Louis à Paris. Elles enquêtent sur l'affaire Elf. Ça a été le surgissement d'une des plus grosses affaires au cœur à la fois du pétrole, des armes, de tout ça. On est vraiment au cœur de la face cachée de la République. L'homme, interpellé sans ménagement, est Roland Dumas. Il est le président du Conseil constitutionnel, un des plus hauts personnages de l'État. Derrière le sourire imperturbable, qui semble narguer les deux juges, se cache un homme dont la vie est une énigme. Il a certainement eu des choses à se reprocher, ou des choses de limite, mais c'est un personnage tellement séduisant, avec 1000 facettes. Résistant dès l'âge de 18 ans, il a été le ministre des Affaires étrangères de François Mitterrand pendant plus de 6 ans. Mais aussi l'avocat et l'ami des plus grands artistes et penseurs du XXe siècle. Il a été un très grand avocat. Il a gagné beaucoup d'argent parce qu'il était un très bon avocat et qu'il avait des clients très riches, y compris Picasso ou d'autres, etc. Bon, c'est un très grand séducteur de femmes. Ça fait partie de l'aura qu'il exerçait sur les hommes, d'ailleurs. J'ai toujours eu avec lui des relations, disons, cordiales. Et nous avions un certain nombre de choses en commun, disons. Par ses amitiés politiques, et notamment par celle qu'il a nouées avec François Mitterrand, il s'est parfois affranchi très largement des règles. S'affranchir des règles, mais jusqu'où ? C'est cette liberté qui fascine chez Roland Dumas. Sa vie est celle d'un aventurier qui a traversé, avec une passion insatiable, 75 années de la vie politique et intellectuelle française. Limoges 1940. Roland Dumas, né en 1922, a 18 ans. Dans le département de la Haute-Vienne, les réseaux de la résistance commencent à s'organiser. Le père de Roland est un petit fonctionnaire, d'origine modeste, qui a gravi les échelons de l'administration fiscale par concours interne. Je n'ai pas su tout de suite qu'il était dans la résistance. Il était très, très discret, mais il est devenu chef de la résistance pour tout le Sud-Ouest. Il m'associait un peu à tout ça. Il me disait, voilà Roland, j'ai un rendez-vous important à la préfecture. Il fallait noyauter les administrations publiques à l'époque, donc ils voyaient les uns les autres. C'était très dangereux. Et donc mon père me disait, tu restes là, si dans 1 heure tu ne me vois pas, tu préviens un tel. C'était le seul petit boulot que je faisais pendant ce temps. Sur les traces de son père, Roland Dumas s'engage dans des actions de résistance. Il participe à des transports d'armes et des sabotages. Le 23 mars 1944, 3 officiers nazis sont tués dans une embuscade menée par des maquisards. En représailles, l'occupant allemand fait fusiller 24 prisonniers. Parmi eux, Georges Dumas, le père de Roland, arrêté sur une dénonciation. Il avait été arrêté 48 heures avant, à Limoges. C'est la seule satisfaction que j'ai eue, c'est qu'il n'a pas eu le temps d'être interrogé, heureusement. J'ai un mot, petit mot que j'ai gardé de ma mère, sur un petit bout de ça. Le malheur qui nous frappe est affreux. Roland, protège-toi. C'était juste après la mort. Tous ses proches en témoignent. La mort de ce père, tué par les nazis, est le socle incontestable de la personnalité de Roland Dumas. Rien dans la vie ne peut effacer ça. Je crois qu'il n'y a rien de plus terrible que d'un père qu'on ne revoit plus. Il n'y a pas, je dirais que
Pas toutes les nuits, mais il n'y a pas des nuits où je ne rêve pas mon père. Je rêve qu'il a été déporté. Un rêve profond, quoi. C'est-à-dire, on veut revoir. Pourchassé par les Allemands à Limoges, Roland Dumas se réfugie à Paris, où il continue de participer à des actions clandestines. À la fin de la guerre, l'orphelin reste en contact avec ses réseaux d'anciens résistants, qui peu à peu s'installent au pouvoir. Il reprend en parallèle ses études de droit et de sciences politiques. Mais tandis que la France se relève de ses ruines, le jeune Roland se prend à rêver d'un autre destin. Je trouvais que j'avais une voix convenable, comme ça. Et à la fin des banquiers, on me disait « Allez Roland, chante-nous !» Alors je chantais Le Pays du Sourire à l'époque. Je me souviens très bien, je t'ai donné mon cœur, oui. Et il ne faut pas te le donner trop souvent. Et un jour, j'ai rencontré une dame qui faisait du chant à Paris, qui est devenue ma femme pendant 7 ans. Et j'ai travaillé avec elle, puis Bizet, Carmen, et puis les Pêcheurs de Perles. Enfin, tout le répertoire classique du répertoire français. Mais j'ai mesuré à ce moment-là la dureté de la vie des chanteurs. J'avais l'ambition de préparer le conservatoire. Et puis après, la raison l'a remporté. Malgré ce renoncement, le chant lyrique bercera toute l'existence de Roland Dumas. En attendant, le réel s'impose. Il s'essaye au journalisme, achève ses études de droit et en 1950 devient avocat. Ses relations avec les réseaux de la résistance seront déterminantes pour lancer sa nouvelle carrière. Il obtiendra son premier grand procès grâce aux communistes. Je n'étais pas communiste, mais je reconnais leur mérite. Ce sont des gens qui sont courageux. C'est ceux qui ont le plus souffert dans la résistance. Il est choisi pour assurer la défense de Georges Guingouin, un chef maquisard communiste limousin qui a côtoyé son propre père pendant la résistance. Guingouin est élu maire de Limoges à la Libération. Mais au début des années 50, il est accusé par les nostalgiques du régime de Vichy d'avoir liquidé de manière trop expéditive des Français soupçonnés de collaboration. Edoui Plenel, observateur sans complaisance de la carrière de Roland Dumas, fut un proche de Georges Guingouin. Dans les années 50, Guingouin, ce compagnon de la Libération, le libérateur de Limoges, le chef du plus grand maquis de France, est pris entre deux fers, on pourrait dire, la vengeance des anciens collaborateurs. Les gendarmes, les magistrats sont des gens qui étaient en fonction sous Vichy, et en même temps, il est rejeté par le Parti communiste une fois passé le moment de la résistance re-stalinisé. Donc il est à la fois exclu, calomnié. Et là, un jeune avocat, avec la mémoire de son propre père, fusillé, Roland Dumas, en fait sa première cause, et ce sera avec brio. Le procès dure des années. Roland Dumas se bat avec acharnement et finit par obtenir un non-lieu. Cette première affaire donne à Roland Dumas la réputation d'un avocat qui a le goût des causes politiques. Une autre guerre va lui permettre de renforcer cette image. En 1956, nous sommes en pleine guerre d'Algérie. Roland Dumas est sollicité par Francis Janson, un philosophe, militant anticolonialiste, qui dirige un réseau de soutien du FLN algérien. Les porteurs de valises. C'est ainsi qu'on appellera ces Français qui cachent et transportent de l'argent et des armes pour la rébellion algérienne. Je me préoccupais depuis longtemps de savoir qui assisterait des membres de l'équipe, des membres du réseau, si ils étaient arrêtés.
Je voulais que ce soit un avocat français, et en plus un avocat qui accepte de faire une défense politique. J'ai bien réfléchi sur la guerre d'Algérie. Et je n'ai pas pu ne pas faire le rapprochement entre ce que nous avions été pendant la guerre, et la résistance, et leur guerre. Quand j'ai vu se constituer des maquis algériens, je me suis dit, mais quelle différence y a-t-il entre eux et nous? Entre eux qui mènent leur guerre, ils voulaient quoi? La liberté, ils voulaient leur pays. Quand les membres du réseau sont arrêtés, sur dénonciation, c'est Roland Dumas, avec d'autres avocats, qui en assure la défense, dans des procès retentissants. Défendre, comme ils l'ont fait, des hommes ou des femmes qui étaient des patriotes algériens, c'était dangereux. Pas seulement pour leur image, mais pour de se faire cracher dessus dans la rue ou agresser. Donc très courageux. Oui. Mais les grandes plaidoiries ne suffisent plus à satisfaire les ambitions de Roland Dumas. Côtoyer les politiques dans les prétoires a élargi le champ de ses ambitions. Un souvenir très fort de sa jeunesse lui revient en mémoire. En 1937, son père l'emmène à Paris à l'occasion de l'exposition universelle et lui demande ce qu'il veut voir. J'ai dit, je voudrais aller à l'Assemblée nationale. J'avais dans l'idée que je voulais voir Léon Blum. Et je me rappelle, j'étais dans une loge là, qui existe toujours, et mon père était à côté de moi, et à un moment, il m'a dit, tu vois, Léon Blum, c'est le monsieur qui est en bas, où il a interpellé le gouvernement, et ça me paraissait grandiose. C'était comme une belle pièce de théâtre, quand même, avec des idées fortes. Et en 1956, à l'approche des élections législatives, Roland Dumas franchit le pas en décidant de briguer un siège de député en Haute-Vienne. Il va s'appuyer une nouvelle fois sur ses amitiés issues de la résistance et sur des personnalités politiques locales. Et c'est alors que Guingouin m'a été très utile. Guingouin était tellement heureux qu'il m'a dit « Monsieur Dumas, si vous voulez, je pourrais vous aider pour votre campagne électorale. » Mais l'aide de Georges Guingouin, héros communiste de la résistance, ne suffira pas. Un homme, Pierre Poujade, va jouer un rôle décisif dans cette campagne. Habitant la même région, les deux hommes se côtoient régulièrement. Pierre Poujade s'est fait connaître en prenant la défense des petits artisans et commerçants. Son nom deviendra le signe de ralliement d'une tendance politique entachée de populisme, le poujadisme. Poujade, je déjeunais avec lui. Et un jour, il me dit, toi tu m'es sympathique, bon, très bien, merci. Tu veux pas une investiture du front des poujadistes? Ah, j'ai dit non, sinon ça me coupe de tout près. Il m'a dit, bon, ben, je vais t'arranger ça. Je présenterai personne contre toi. Et je ferai voter pour toi. Bon, c'était à la limite des arrangements politiques, mais faites le compte des socialistes, des communistes dissidents et des poujadistes, j'ai fait un siège. Faire un siège, avec le soutien à la fois des réseaux issus de la résistance et d'un mouvement populiste, avec en prime l'aide des loges francs-maçonnes, ne gêne pas Roland Dumas. Il sait adapter ses convictions politiques aux objectifs qu'il poursuit. Et la génération de la guerre, donc évidemment c'est cette génération qui disparaît peu à peu, mais qui a forgé des personnalités tout à fait particulières qui à la fois qui avaient pu faire preuve de courage, en ayant connu une résistance moins glorieuse que celle qu'il a racontée, mais enfin, quand même, hein, il a pris quand même quelques risques, mais qui, du coup, se permettaient de transgresser certaines règles au nom d'un héroïsme ou quelque chose d'approchant passé. À l'Assemblée nationale, Roland Dumas fait la connaissance de Jean-Marie Le Pen, élu sous l'étiquette de Pierre Poujade, ce même Poujade qui a soutenu Roland Dumas. Monsieur Le Pen, vous parlerez dans le débat, je vous prie de vous taire pour l'instant. Cette organisation... Je me souviens très bien, nous faisions partie de ce qu'on appelait au Parlement le bureau d'âge. Le bureau d'âge était constitué par les 8 députés les plus jeunes.
Bon, il était plutôt par sa carrière, bon, on a entraîné, il était à gauche, et c'est à gauche que sa carrière s'est déroulée, mais il n'en avait pas pour autant, il ne pratiquait pas un rejet des adversaires de la gauche ou des gens qui n'étaient pas de gauche, voilà. Ils discutaient, ils fraillaient ensemble, parce qu'ils étaient un peu de la même génération. D'abord, ils étaient de la même génération, parce qu'ils avaient parfois un même humour et une même culture en commun. Ils se sont affrontés, notamment sur la guerre d'Algérie. Ils se sont retrouvés ensuite dans une espèce de proximité, de mauvais garçons, d'une certaine façon. Et ce qui compte le plus pour Roland Dumas, ce sont les hommes, plus que les idées. S'il est un homme qui va compter dans la vie de Roland Dumas, c'est François Mitterrand. Impressionné par la façon dont il avait gagné son siège de député, en jouant sur un large éventail politique, François Mitterrand le coopte dans le parti, dont il vient de prendre le contrôle, l'UDSR, l'Union démocratique et socialiste de la résistance. Le hasard de la vie, la chance que j'ai eue de rencontrer des gens importants, je l'ai exploité au point d'arriver là où je suis, où j'ai été. Rencontrer des gens importants et exploiter cette chance sera le credo de Roland Dumas. Le jeune député va se lier définitivement au futur président de la République en reprenant sa robe d'avocat pour le défendre dans une affaire retentissante, l'attentat de l'Observatoire. Dans la nuit du 15 au 16 octobre 1959, avenue de l'Observatoire à Paris, la voiture de François Mitterrand est criblée de 7 balles de 9 mm. Il en sort indemne, mais il est rapidement accusé d'avoir organisé lui-même cet attentat. Cette affaire qui faillit briser la carrière politique de François Mitterrand se termina des années plus tard par un non-lieu. Roland Dumas se flatte d'avoir été un des compagnons de route de François Mitterrand dans sa longue marche vers le pouvoir. Un jour, j'ai eu une conversation très sérieuse avec François Mitterrand. Elles étaient généralement sérieuses, mais enfin, un jour plus que l'autre. Et il m'a dit, Roland, il faut quand même qu'on réfléchisse à la façon dont nous allons prendre le pouvoir. Parce que nous ne sommes rien aujourd'hui, c'est le général de Gaulle, mais enfin, le jour viendra où les choses se renverseront. Et il me dit, vous savez, moi je suis arrivé à la conclusion que avec une petite équipe de gens déterminés, on peut prendre le pouvoir en France. Et il a pris un bout de papier que je regrette d'avoir jeté parce qu'on n'attachait pas d'importance à cette époque-là. Un papier, puis il a pris son stylo et il a décidé sur la table, il me dit voilà, nous allons faire un petit groupe, d'une dizaine, quinzaine de personnes, de gens soudés et bien déterminés, c'est la condition. Et ce petit groupe, avec ce petit groupe, nous prendrons le contrôle d'un groupe beaucoup plus grand. Et là, on commencera à travailler, etc. Et puis, on prendra ensuite le contrôle d'un groupe beaucoup plus grand. Et comme ça, on prendra le contrôle essentiel d'une force politique nouvelle. En 1965, ont lieu les premières élections présidentielles au suffrage universel. Pour gagner, François Mitterrand a besoin d'unir toutes les forces de gauche. Roland Dumas sera son entremetteur discret pour négocier le revirement historique du Parti communiste vers l'union de la gauche. C'est avec Waldeck-Rochet, secrétaire général du Parti communiste français, que l'accord va se nouer. L'affaire avait démarré de la façon suivante. On se voyait tous les jours avec Mitterrand. Et puis, un jour, il me dit, j'ai reçu un émissaire personnel de Waldeck-Rochet, il me propose d'être le candidat unique de la gauche et Parti communiste. Waldeck-Rochet exige la tenue d'une réunion secrète. François Mitterrand demande à Roland Dumas de l'organiser chez lui. C'est ensuite ce même Dumas qui assurera le suivi de cette alliance entre les communistes et les socialistes. Le comité central du Parti communiste français a décidé unanimement de soutenir la candidature de François Mitterrand
en tant que candidat d'union de tous les partis de gauche et organisations démocratiques sans exclusive. Sans vouloir me dresser une couronne, par rapport à beaucoup de gens que je connais qui n'hésitent pas aujourd'hui à se montrer sur les photographies, j'ai fait un sacré boulot. Mais en 1965, François Mitterrand échoue. Il a quand même réussi à mettre le général de Gaulle en ballottage. Une longue traversée du désert commence. Il y a un certain nombre de gens, je le sais puisque moi j'étais là aussi à ce moment-là, qui ont laissé tomber Mitterrand après 68, en considérant qu'il était grillé, et Roland Dumas ne l'a pas laissé tomber, il a toujours accompagné. En 1968, Roland Dumas perd son siège de député. Et pendant plus d'une décennie, tout en restant solidaire du combat de François Mitterrand, il se consacre à sa carrière d'avocat. Cette activité va contribuer à élargir son réseau de connaissances et d'influence. Un avocat, évidemment, il défend tout le monde, y compris les criminels. Donc il a parfois eu des causes glorieuses ou extrêmement légitimes, et d'autres qui l'étaient tout à fait pour un avocat, mais qui l'étaient moins sur le plan de la morale. Roland Dumas est d'abord pendant quelque temps l'associé de l'avocat d'extrême droite, Jean-Marc Varraud, qui fut le défenseur de Maurice Papon. Défendant aussi bien les victimes que les accusés, il plaide dans des procès de nature très différente. Crapuleux dans l'affaire Markovitch-Alain Delon. Politique dans l'affaire Ben Barka et l'affaire De Breuil. Médiatique au Canard enchaîné quand éclate l'affaire des plombiers, puis celle des diamants de Bokassa. Historique dans le procès du nazi Klaus Barbie, où il défend les victimes, tandis que son ami Jacques Vergès défend l'ancien chef de la Gestapo de Lyon. Mais dans le carnet d'adresses de Roland Dumas, ce sont les artistes et les intellectuels qui occupent la meilleure place. En fait, Dumas n'est pas un intellectuel, mais c'est un homme très cultivé qui s'intéresse aux intellectuels et qui partage parfois leurs causes. Et il a aimé partager et être éventuellement un acteur des grands mouvements politiques et intellectuels de son temps. Ça fait partie de son goût du mouvement et ça fait partie d'une intelligence personnelle et d'une culture personnelle, d'une sensibilité aussi très réelle et pas du tout factice. J'ai un certain penchant pour les choses belles, les choses qui rayonnent. Et puis je sais les distinguer par rapport aux choses comme aux gens qui sont médiocres. La liste est longue, des gens célèbres que Roland Dumas a su distinguer. Des écrivains, des artistes qui tombent sous le charme de cet homme séduisant, cultivé, dont ils sont les clients et qui deviennent ses amis. C'est le peintre Pablo Picasso qui va asseoir sa notoriété d'avocat au niveau mondial, mais aussi sa fortune grâce à des dons d'œuvres d'art. Un jour de 1969, la galerie Léris, qui gère les œuvres de Picasso, l'appelle pour lui annoncer que le peintre a reçu une lettre du ministre de Franco. Le dictateur espagnol veut que le célèbre tableau Guernica soit rapatrié en Espagne. Alors Picasso a piqué une colère. Envoyez-moi le jeune garçon dont vous m'avez parlé. Donc j'entre en scène à ce moment-là. Et c'est là qu'il me dit, Guernica, c'est la peinture de ma vie, et je ne veux pas que ça aille n'importe où. Et je vous charge de faire tout ce qu'il faut, etc. Picasso ne veut pas que le tableau rentre en Espagne, tant que la démocratie n'y est pas rétablie. Mais qui décidera qu'elle est rétablie, après le décès du peintre? Il me regarde et je dis, mais ce sera vous.
le tableau retournera en Espagne en 1981, 6 ans après la mort de Franco. Si Picasso, le peintre mondialement connu, fut un ami, c'est avec Jean Genet qu'il se sentit le plus proche. Du côté des blancs mordus par les chiens. Un écrivain sulfureux dont il partage le goût de la transgression. On ne comprend pas Jean Genet si l'on n'est pas sensible à la beauté des choses. Ce qui l'intéressait, c'était de pouvoir dire « ça c'est beau et ça c'est laid ». Même si c'est politiquement choquant, je peux le faire. Il me racontait une histoire, par exemple. Il me disait « Est-ce que vous avez vu un plus beau ballet qu'une manifestation de flics ?» Ça m'étonne de vous, vous détestez les flics. Oui, mais je ne parle pas de leur aspect politique. Je parle de ballet, c'est-à-dire quand ils viennent avec leurs pèlerines et leurs matraques, et puis qu'ils avancent tous comme ça, comme un ballet de l'opéra. C'est formidable, vous vous rendez compte ? C'était ça, la beauté des choses. Et tout s'explique à partir de là. La réflexion qu'il avait faite dans une lettre qu'il m'avait envoyée au moment de réseau Janson, justement, il terminait sa lettre au tribunal en disant « Les Algériens gagneront cette guerre parce qu'ils sont les plus forts et les plus beaux. » Tout était dit et en même temps, on ne pouvait pas contredire ça, puisqu'il se place sur un terrain qui est purement esthétique. L'affaire Alberto Giacometti, qui éclatera bien plus tard, ternira quelque peu cette complicité avec le monde artistique. La veuve du sculpteur avait chargé Roland Dumas de créer une fondation pour exposer l'œuvre du maître. Quelques années plus tard, le commissaire-priseur Jacques Tajan, chargé de vendre quelques œuvres pour financer la fondation, sera accusé d'avoir gardé cet argent pour alléger sa trésorerie. Il sera condamné pour abus de confiance et Roland Dumas pour complicité de ce délit. 5 750. 5 800 000. Mai 1981, c'est enfin la victoire. Ça me fait toujours vibrer, surtout quand j'entends ce bruit. Quand j'ai ça dans l'oreille depuis cette époque-là, il y avait une masse, une foule énorme. Roland Dumas, dont les airs d'opéra ont bercé toute l'existence, fait venir son ami Placido Domingo pour chanter la Marseillaise. Le jour de la cérémonie du Panthéon, le costume clair que porte Roland Dumas fait sensation. Tout le monde a cru que j'avais pris ce costume pour me distinguer dans la foule de ces gens qui étaient habillés de costumes un peu sombres, quoi. Et en réalité, non, c'est parce que j'avais passé la nuit chez des amis, je n'étais pas rentré le matin. Dans un de ses 6 livres de mémoire, où il peaufine, à partir d'anecdotes, l'image qu'il aimerait laisser de lui, Roland Dumas est plus précis. Et là, vous écrivez « La vérité est que je n'étais pas rentré chez moi cette nuit-là. J'avais donc dormi chez une femme accueillante. » Vous dites, j'ai même oublié son nom, hein, je ne sais plus qui c'était. Hein. Permettez-moi de ne pas le dire. C'est que vous savez qui c'est, alors, encore? Je crois, mais mon esprit, ma mémoire se brouille avec les ans. Ouais. Hein? C'est très rare de lire ça, vous comprenez, monsieur Dumas. Quand vous dites, par exemple, « J'ai à mon tableau de chasse quelques comédiennes dont je ne peux citer les noms, car la plupart sont encore de ce monde. Je ne sais si j'étais un diplomate séduisant, mais j'avais noté qu'il y a une disponibilité des femmes dans certaines couches de la société. Mon terrain de prédilection était la grande bourgeoisie. » Bon, c'est un très grand séducteur de femmes. Ça fait partie de l'aura qu'il exerçait sur les hommes, d'ailleurs. Je pense que les hommes l'ont toujours regardé avec envie, parce que dans le sillage de Roland Dumas, il y a toujours eu beaucoup de femmes. D'ailleurs, c'est une forme de donjuanisme ou de séduction un peu à l'ancienne aussi. Hein. C'est un homme qui emmenait les femmes à l'opéra, qui vraiment a eu toujours à son bras, si vous voulez, des grandes cantatrices, des peintres, ou
ou des femmes de petite vertu, mais en tout cas toujours une femme. Je ne dois pas être le seul à m'être intéressé aux femmes. Je pense même, par exemple, que le président de la République, que j'ai beaucoup connu, n'était pas insensible aux relations féminines. Voilà la seule chose que je peux dire. Moi, je n'ai vu que des femmes dire du bien de lui. C'est toujours un signe. Les femmes disent du bien de lui, comme elles disent du bien de Mitterrand. Si vous parlez des femmes de Dominique Strauss-Kahn, je peux vous dire qu'elles en disent du mal. Donc ça, évidemment, ça dit des choses sur un homme. Mais bon, après... À sa grande déception, Roland Dumas ne fera pas partie du premier gouvernement nommé par François Mitterrand. Le nouveau président se méfie de ce personnage dont la vie privée tumultueuse pourrait finir par créer des remous. Pendant plus de 2 ans, il le met à l'épreuve en lui confiant des missions non officielles, des missions discrètes. Il établira, entre autres, des contacts secrets avec Mouammar Kadhafi, le dictateur libyen, dont les ambitions mettent en danger le précaré africain de la France. Un précaré france-africain dans lequel Roland Dumas jouera également un rôle discret, en particulier au Gabon. François Mitterrand est censé avoir dit pour le droit, j'ai Badinter, et pour le tordu, j'ai Dumas. Bon, je ne sais pas s'il l'a prononcé. Elle est tellement belle qu'on aimerait qu'il l'ait prononcée. Le tordu, c'est l'homme qui accepte non seulement les missions discrètes, mais aussi les missions inavouables. Telle l'affaire du livre de Jean Edernalier, écrit en 1982, révélant l'existence de Mazarine, la fille cachée du président. Mitterrand avait mis Edernalier sur les écoutes partout où il allait. Il allait à la closerie est écoutée. Sur les 5000 écoutes dénombrées, il y en a plus de 1000 qui touchent moi-même et mon entourage. Ça a été une persécution qui a duré 14 ans. Ça a été complètement dément, cette histoire. C'est 1000 fois Watergate. Alors je ne sais pas si je peux tout vous dire encore. Un jour, Mitterrand m'appelle, il passait me voir, etc. Et il me dit, voilà, farfelu, qui m'attaque, etc. Je vous demande de vous occuper sérieusement de lui et de son pamphlet. Il me dit, je lui ai dit, écoutez, parce que je connaissais Mitterrand, moi, je connaissais mon Mitterrand. Je lui ai dit, écoutez, qu'est-ce que vous me dites? Vous voulez que ce livre ne paraisse pas? C'est ça. Eh bien, j'ai dit, il ne paraîtra pas. Roland Dumas commence par récupérer le manuscrit de Jean Edernalier en faisant pression sur son avocat, maître Jean-Marc Varrot, qui avait été son associé. Roland Dumas avait dans le passé obtenu de François Mitterrand l'amnistie de Jean-Marc Varrot, qui avait commis une grave fraude fiscale. Celui-ci ne pouvait donc rien lui refuser. Mais ça ne suffit pas. Roland Dumas fait appel aux gendarmes de l'Élysée pour saisir discrètement le livre à l'imprimerie. Il ne paraîtra en définitive qu'en 1996, 1 mois après la disparition du président. En décembre 1983, Roland Dumas est enfin nommé ministre des Affaires européennes, puis ministre des Affaires étrangères 1 an plus tard. Et Dumas a été un excellent ministre des Affaires étrangères, d'autant plus excellent qu'il connaissait Mitterrand comme sa poche. L'essentiel, à mes yeux, quand même, c'est qu'il a été ministre des Affaires étrangères de François Mitterrand, 18 mois puis 5 ans. Vous voyez, 6 ans et demi. C'est quand même énorme. Sous la Ve République, il y a Couve de Murville, Roland, puis moi après, 5 ans. Il a été une sorte d'instrument exceptionnel, brillant, talentueux, habile, notamment dans les négociations d'une ligne qui était celle de François Mitterrand à tout moment. Bon, alors après, Roland s'inscrit dans cette ligne, alors lui est très à l'aise là-dedans. Il est très à l'aise, Mitterrand le laisse faire, le bride un petit peu, pas trop, et puis il regarde ce que ça donne. Mais il est dans son rôle. Après chaque mission à l'étranger,
Roland Dumas fait son rapport dans le bureau du président. Bon, Mitterrand me félicite, et puis il me dit « Qu'est-ce que vous allez faire maintenant ?» Parce qu'il était très intéressé comme ça par mes idées un peu fulgurantes. Et je lui ai dit « Écoutez, vous êtes bien assis. » « Oui, eh bien, je vais essayer de faire la paix au Proche-Orient. » Mais vous êtes fou, vous n'y arriverez jamais. Sur l'affaire de Palestine, Israël-Palestine, Roland Dumas a joué un rôle majeur, pas seulement lui. On était plusieurs à bassiner Mitterrand pour qu'il prenne des positions et des contacts internationaux. Je fais partie des gens qui ont poussé Mitterrand à gauche, sur le plan des affaires internationales. Mais sur ce dossier israélo-palestinien, Roland Dumas reconnaît que son action se solda en définitive par un échec. Il se souvient quand même avec fierté de la façon dont il réussit à persuader François Mitterrand de rencontrer le président de l'OLP, Yasser Arafat. Il y avait une occasion qui se présente. Le président du Parlement européen, qui était un socialiste, avait invité Arafat. Et je lui ai dit, mais maintenant, vous ne pouvez pas ne pas recevoir Arafat. Et puis alors, c'est là où Mitterrand m'avait dit, ben oui, si je le reçois, il faut qu'il marque quelque chose. Et je lui dis, mais écoutez, moi j'ai une idée dans la tête. Et c'est lui qui monte avec Yasser Arafat l'opération qui amène à ce que Arafat dise à sa façon que la charte de l'OLP est caduque, comme dit Arafat. Quant à la charte, je crois qu'il y a une expression française. C'est caduque. La charte de l'OLP est maintenant caduque, a dit hier soir le leader de l'OLP. Cette charte prévoyait notamment la destruction de l'État d'Israël. L'abandonner, c'est faire un pas de plus vers la paix. Mais que signifie le mot caduc? You can translate it from Larousse. Derrière chaque mot, derrière chaque occasion, derrière chaque situation, il y a quelque chose qui résonne. Là, ça a résonné dans le monde entier. Il n'avait pas son pareil pour dénouer une situation, trouver les mots, un compromis. Ça, c'est un talent de négociateur, de grand avocat. Et c'était un élément de confiance et de sécurité pour le président Mitterrand. Cette confiance entre les deux hommes, Roland Dumas prend un plaisir certain à en détailler l'anecdote. Toujours quand on faisait ces grands déplacements, que ce soit vers l'Amérique, que ce soit vers le Pacifique, prenez le Concorde. C'était un merveilleux avion. Nous avions tout l'avant de l'appareil, qui avait été aménagé pour le président de la République, et pour moi, parce que j'étais toujours avec lui, dès qu'il allait quelque part, dans une conférence, etc. On avait un bureau dans l'avion, et nous avions en plus 2 lits, côte à côte, dans le corps de l'appareil, un à droite, l'autre à gauche. Alors, on me disait, bon, on va se coucher. Alors, on s'allongeait, on parlait, comme, vous savez, c'est un peu comme un camping, quoi, comme ici, là, pas plus. Et puis, au bout d'1 heure ou 1 heure et demie, on disait, bon, si on dormait. Alors, on tirait, il y avait un rideau, on tirait chacun le rideau, puis on dormait. Puis, au bout d'un moment, il ne dormait pas, alors il m'avait dit, bah, vous dormez, bon, non, ça va, alors on reprenait la conversation. Mais voilà, c'était le genre de choses sans protocole, sans embarras, sans chichi, quoi. Hein. Le 8 mars 1995, 3 mois avant de quitter définitivement le pouvoir, François Mitterrand nomme à la présidence du Conseil constitutionnel son ami Roland Dumas. Il en fait ainsi un des personnages les plus importants de l'État. Maître Roland Dumas, qui est celui qui connaît sans doute le mieux la part d'ombre de François Mitterrand, qui connaît le mieux et qui a accompagné les épisodes les plus obscurs, les plus cachés de son histoire personnelle, à la tête de notre, entre guillemets, même si ce n'est pas le cas, Cour suprême, ça n'est pas tout à fait, mais du Conseil constitutionnel, c'était évidemment pas seulement protéger Roland Dumas, mais protéger, y compris, son héritage. À l'époque, ça fait quand même vraiment scandale, et ça fait scandale jusqu'au sein même de l'institution. C'est-à-dire que vraiment, quand Roland Dumas y arrive, et il est reçu extrêmement froidement. D'autant qu'il succédait évidemment à Robert Badinter, qui est une espèce de contraire de Roland Dumas. Et puis, Roland Dumas étant ce qu'il est, à vrai dire, en fait, en très peu de temps, il va emballer
la cour, le conseil. Donc effectivement, grâce à sa conversation, à sa connaissance du droit aussi, à sa façon, il est vraiment très très fort pour ça. Et donc peu à peu, au fond, il va être très bien accepté. Quelques mois passent. Monsieur le Président de la République, Jacques Chirac est élu en mai 1995 à la présidence de la République. Les rapporteurs du Conseil constitutionnel doivent vérifier les comptes de campagne de tous les candidats. Par rapport au plafond autorisé, ils découvrent des dépassements considérables dans les comptes d'Édouard Balladur et de Jacques Chirac. Là, Roland Dumas dit, le Conseil constitutionnel est réuni dans sa salle, et il dit aux jeunes rapporteurs qui venaient présenter les comptes, il leur dit, ça va pas. Donc, vous allez refaire votre copie. C'est vrai que j'ai demandé un deuxième examen des comptes, avec un peu une idée pour les rapporteurs de regarder ça de plus près. Ce qui voulait dire, soyez prudents. 15 ans plus tard, un ancien membre du Conseil constitutionnel reconnaît la manipulation. On demande aux rapporteurs adjoints de refaire leur travail, c'est-à-dire de nous apporter des comptes trafiqués. Des comptes trafiqués. Ils sont revenus 3 fois. Le Conseil finit par valider les comptes. Sans cet accord à l'arraché, Jacques Chirac n'aurait pu obtenir le remboursement de ses dépenses de campagne. Alors bon, c'était peut-être pas très orthodoxe, c'est vrai. Bon, où est l'intérêt de la France? Est-ce que c'est de balloter un type qui est mal élu, ou est-ce que c'est de trouver une solution qui valorise le nouveau président? Voilà, le problème est posé. Et là, on est au cœur du personnage Roland Dumas, un aventurier qui n'est pas embarrassé par la loi, qui n'est pas embarrassé par la règle, qui pense que quand il y a des intérêts politiques supérieurs, la règle peut être transgressée, la loi peut être transgressée. Le 8 janvier 1996, François Mitterrand décède. 1 an plus tard, éclate l'affaire des frégates de Taïwan, qui va devenir l'affaire Roland Dumas. C'était après sa mort. Et c'est du reste quelque chose d'assez caractéristique. À mon avis, toute cette meute qui hurlait, et qui de temps en temps aussi continue, je crois que ça s'apaise maintenant. Tant que Mitterrand était vivant, il n'osait pas. Il suffisait que Mitterrand dise un mot, tout le monde rentrait dans sa cage. Vous aviez perdu votre protecteur? On peut dire ça comme ça, c'est pas maladroit. Au cœur de cette affaire, une femme, qui s'est elle-même appelée la putain de la République. Roland Dumas a connu sa famille lors de sa première campagne électorale en 1956. Il en fut l'amant et favorisa son embauche dans la compagnie Elf. Alors, je voudrais vous faire voir des interviews de Madame de Vieux-Jancourt. Si vous pensez que c'est un personnage historique, vous avez tous les droits, voilà. En fait. Alors, je rappelle l'affaire, pour ceux qui l'ont oublié. Donc, Thomson veut vendre de l'armement à Taïwan, c'est-à-dire ex-Formose, Chine nationaliste, 6 frégates, pour se protéger de la Chine communiste, de Pékin. Voilà, Taïwan, c'est une toute petite île, donc ils ont besoin d'avoir des armes. Jusque-là, c'est clair. Ouais, j'ai compris. À cause du gouvernement français, le gouvernement français dit non, on ne va pas vendre d'armes à Taïwan, puisque nous, on est amis avec la Chine communiste, avec la grande Chine. Voilà. Et Thomson se dit, les gens de Thomson, qui sont marchands d'armes, se disent, on va utiliser le réseau ELF, qui est, parce que ELF, je suis encore me faire condamner, mais ELF, c'est pas seulement de l'essence, il y a aussi des réseaux. Et alors, votre patron, donc, enfin votre ami à l'époque, Alfred Sirven, numéro 2 de ELF, il vous demande d'influencer Roland Dumas. Mais je ne suis pas tombé de la dernière pluie. Quand elle m'apportait un papier, je sentais tout de suite que ça venait de la maison. Et je ne changeais rien à l'opinion que j'avais sur les dossiers. Le gouvernement finit par céder sous la pression de Thomson, soutenu par la première ministre, Édith Cresson. Il faut rappeler que dans ce type de marché, il y a des commissions et des rétrocommissions qui se chiffrent en dizaines de millions d'euros. Eva Joly et Laurence Vichnievsky
veulent prouver que Roland Dumas en a touché une partie. C'est la thèse que Christine Devier-Jancourt finira par accréditer après avoir été mise en détention provisoire par les 2 juges d'instruction. Alors, Roland Dumas, donc à l'époque vous l'aviez épargné quand vous étiez en prison, vous n'avez pas balancé, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, tout le monde a parlé sauf vous, vous n'avez rien dit pendant 5 ans. Vous savez, une femme amoureuse, les femmes, on est solides. Quand on aime, on aime. Mais pourquoi Elle alors, est assez jolie. Vous n'avez pas parlé à l'époque, et alors c'est son indifférence pendant votre incarcération qui vous a poussé aujourd'hui. Aujourd'hui, vous le balancez, Dumas. Mais je le balance pas, je le protège plus. Je suis allée en prison, et puis là, il n'y a plus de nouvelles. Même mes enfants qui le voyaient souvent, qui le voyaient tout le temps, 2 fois, 3 fois par semaine, on l'a plus revu. Ça, c'est vrai. Mais quelques mois plus tard, Christine Devier-Jancourt revient sur ces accusations. Et les juges ne peuvent retenir contre Roland Dumas que l'achat de chaussures Berluti et de statuettes. Des achats payés par Christine Devier-Jancourt avec sa carte de crédit Elf. Roland Dumas est mis en examen pour complicité de recel d'abus de biens sociaux le 29 avril 1998. C'est sûr qu'il aimait l'argent, il achetait des godasses aussi chères, ça ne serait pas passé par la tête, mais il pouvait se payer tout ce qu'il voulait parce qu'il gagnait beaucoup d'argent, comme beaucoup de grands avocats. Les chaussures, c'est une histoire. Résumer une affaire d'État à une affaire de paire de chaussures, permettez-moi de vous dire que ce n'est pas la même mesure. Il y a donc bien une affaire d'État, reconnaît Roland Dumas. Mais elle ne serait qu'un épisode d'une pratique très ancienne. Elf, arrosé, en France, tous les gens importants, de droite comme de gauche. Bon, j'en dirai pas plus, vous pourrez me faire des vérifications, vous verrez que je n'ai pas tort. Et ça datait pas de notre époque. Ça existait de tout temps. Moi, je pense que Roland Dumas n'est qu'un élément mineur de l'affaire Elf. L'affaire Elf, ça brasse une partie de l'histoire de la Ve République et une partie de l'histoire du financement des partis politiques. Et au fond, Roland Dumas n'en est qu'un petit rouage. Mais il en est un des rouages les plus spectaculaires. Il a certainement eu des choses à se reprocher ou des choses de limite, mais c'est évident qu'il y avait un acharnement. La presse de droite monte au créneau pour défendre Roland Dumas. Yves de Chaise-Martin était le directeur du Figaro à l'époque. L'essentiel a été une réaction de colère, un coup de gueule, pardon de ce mot, contre une campagne d'acharnement médiatique de nos confrères et amis du Monde de l'époque, exigeant, demandant à la une tous les soirs, ou presque, la démission du président du Conseil constitutionnel. Ces gens sont en responsabilité, ils sont ministres, ils gèrent de l'argent public, ils sont au cœur de la puissance publique. Notre devoir de vigilance à leur égard, notre devoir de critique à leur égard, notre devoir de curiosité à leur égard est légitimement plus fort que pour n'importe quel citoyen, car ils ont du pouvoir. Nous faisons notre travail et, en effet, porter la plume dans la plaie, la formule d'Albert Londres, nous pouvons faire mal. J'ai été alerté par 2-3 amis, notamment par un avocat, je me souviens plus très bien, un bâtonnier, je crois, qui m'avait appelé en me disant « il va se suicider ce week-end ». En mars 1999, Roland Dumas se met en congé du Conseil constitutionnel, sans toutefois démissionner. Chez les socialistes, les réactions reflètent la méfiance que ce parti a toujours éprouvée pour cet électron libre, trop proche de François Mitterrand.
C'était donc une décision qui devait être prise et qui aurait peut-être dû être prise depuis plus longtemps. Je pense que M. Dumas devrait démissionner de toute urgence. Je pense qu'il y a en effet un problème moral posé. Je ne l'ai pas dit avant parce que de ma part, et vu les relations que j'ai avec lui depuis très longtemps, tout avis ou toute suggestion n'aurait pas été considéré comme impartial. Roland Dumas utilisait sa position d'être en tête du lieu où est contrôlée l'application de la Constitution, de la loi suprême, comme un bouclier. Donc, je suis président du Conseil constitutionnel, je suis indéboulonnable. Je ne suis pas injusticiable comme les autres. La logique dans une démocratie normale, c'est je suis mis en cause, je vais me défendre, je ne prends pas en otage mon institution, donc j'en démissionne. Et il refusait. Il refusait. Il faudra plus d'1 an avant qu'il y ait quand même 4 membres du Conseil constitutionnel pour lui dire « Écoutez, il faudrait que vous partiez ». Lorsqu'il sort de chez lui ce matin, Roland Dumas tient à afficher sa force tranquille. Il vient juste de téléphoner à l'agence France Presse pour officialiser sa démission. En quelques mots, rien de plus. Alors, le temps n'est pas favorable. Si le pas est hésitant, le verbe est chaleureux, mais l'homme peu bavard. Je suis content de vous voir. Le 30 mai 2001, le tribunal correctionnel condamne Roland Dumas à 6 mois de prison ferme et 2 ans avec sursis pour recel d'abus de biens sociaux. Un an et demi plus tard, la Cour d'appel de Paris prononcera la relaxe de Roland Dumas. La seule chose, le seul point final qui a été mis à cette histoire, c'est que j'ai été acquitté par la Cour et que tous ces billevesées ont disparu du domaine public. Est-ce que vous avez le sentiment que vous êtes réhabilité? Mais qu'est-ce que vous voulez savoir? Je vous ai tout dit. Vous n'allez pas rouvrir le dossier Elf pour satisfaire à quelques curiosités malsaines. Non, c'est pour ça. Pas vous. Comment vous... Enfin, comment... je vois pas pourquoi vous insistez. Tout a été dit et j'ai tout dit. Bon. L'affaire Elf a-t-elle brouillé l'image du séduisant Roland Dumas? Pour l'opinion publique, c'est certain. Pour le monde politique, c'est moins sûr. Moi, j'ai toujours été frappée dans le milieu politique, qui est un milieu particulier, de voir que Roland Dumas était effectivement non pas estimé, mais admiré. C'est-à-dire qu'on l'enviait, on avait envie de lui ressembler, parce qu'il a eu une vie tumultueuse, parce qu'il a eu une vie pleine de succès, et des succès féminins, des succès politiques, parce qu'il a côtoyé des grands hommes. Et donc, effectivement, dans ce milieu politique, où au fond, cela est un critère, bien plus que la morale ou même l'accomplissement de quelque chose de concret, Roland Dumas, d'une certaine façon, il est un modèle de vie politique accompli. Ce modèle de vie politique accompli ne craint plus à 94 ans d'afficher ses opinions et éventuellement de créer le scandale. Chers amis internautes, bonjour, bonsoir. Un scandale récupéré par un personnage qui lui-même le pratique de façon professionnelle. Donc, monsieur Dumas, vous vous êtes attiré les foudres de nos maîtres pour avoir laissé entendre, de manière on ne peut plus prudente en plus, que Manuel Valls était sous l'influence du lobby juif. Merde! Qu'est-ce qui se passe, Roland? Et il y a des alliances personnelles qui font... C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Chacun sait qu'il est marié avec quelqu'un qui est quelqu'un de très bien, je dirais, oui. Et qui a de l'influence sur lui. Il est sous influence juive? Ah, ça, probablement. C'est la stricte vérité qu'a dit Roland Dumas. Pour cette vérité donc indiscutable, il va intégrer la liste de la haine. La liste des antisémites. Ah, j'ai entendu la petite musique qui va avec. Ah, c'est pour vous faire un peu de l'églaté. Et qui est celui-là? Je connaissais pas. C'est Dieudonné. Ah, c'est Dieudonné, oui. Je ne sais pas qui il est, ce monsieur Dieudonné, je ne sais pas. Mais bon, il a l'air d'avoir un peu de talent. S'il réussit comme ça, avec ce talent, tant mieux. En 2006,
Roland Dumas est photographié à la sortie d'un spectacle de Dieudonné, en sa compagnie et celle de Jeannie Le Pen, Bruno Gollnisch et Alain Soral. Lorsque Dieudonné est vilipendé par l'opinion du fait de ses dérapages graves antisémites, Roland Dumas, au fond, choisit à la fois de le défendre pour être contre l'opinion commune, et puis aussi parce que, au fond, il est souvent lui-même à ses limites. Il est aussi d'une génération où on en parlait de façon plus libre, ou en tout cas plus facile et plus brutale. Donc ça compte aussi. Hein. Mais je pense quand même qu'il a toujours eu une petite distance à l'égard des Juifs. Serge Klarsfeld, avocat, est le fondateur de l'association Fils et filles de déportés juifs de France. Comment réagit-il aux propos de Roland Dumas ? Le fait qu'il tienne ses propos, bon, ça m'a choqué, mais en même temps, c'est un peu comme Vergès d'ailleurs, c'est-à-dire des gens qui vieillissent et qui voudraient que la lumière reste attachée. Ce sont les toreros qui font des combats de trop. Bon, il faut une certaine indulgence, disons que si c'est un torero, c'est vraiment des toutes petites banderies qu'il a plantées dans ses convictions, mais c'est pas quelque chose de grave. Ça lui permet de vivre. Quand on est âgé et que on n'a plus la prestance que l'on avait, ni le rôle qu'on avait, qu'est-ce qui reste? La provocation. Oui? Oui, qui est là? Oui. Vous pouvez pas imaginer le nombre de clients qui sollicitent. Mais enfin, je renvoie ça à mes collaborateurs, ça leur fait plaisir. Puis je garde simplement pour moi les grosses affaires, les affaires internationales. Parce que c'est plus intéressant, parce que ça rapporte plus. Alors, Roland Dumas, tel qu'en lui-même. Comment allez-vous? Ça va bien, C'est un homme, et là, ça rejoint Mitterrand. C'est des gens pour qui, au bout du compte, la liberté doit l'emporter. La liberté de comportement, la liberté de jugement, la liberté de braver l'opinion. La complexité du cheminement, je vais dire le mot, d'un aventurier de la politique, d'un homme qui n'est juge que de lui-même, qui ne rend compte à aucune organisation, à aucun collectif, c'est un individualiste qui fait son chemin avec des causes, avec des alliés, mais c'est d'abord lui. C'est un homme qui a des convictions, mais pas de morale. Pas morale au sens où on l'entend classiquement. Il a plutôt l'ambition d'avoir une vie intéressante, de ne pas s'ennuyer, d'avoir une vie palpitante. Alors, de ce point de vue-là, il l'a eu. J'estimais que la vie, comme elle a commencé pour moi, comme elle s'est développée pour moi, au milieu des événements qui n'étaient pas mon fait, mais qui s'offraient, eh bien, j'en suis satisfait. Voilà.